Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente L'art de se lancer 2.0, le guide tout-terrain pour tout entrepreneur de Guy Kawasaki. Préface à l'édition française Marilène Delbour-Delfis. Traduction Marilène Delbour-Delfis. Lu par Isabelle Miller. Il y a bien des années, Rudyard Kipling fit un discours à l'université McGill de Montréal. Mettant en garde les étudiants contre une préoccupation excessive pour l'argent, le statut social ou la gloire, il tint ces propos qui méritent d'être retenus. Un jour, vous rencontrerez un homme qui n'a rien à faire de tout cela. Alors vous saurez à quel point vous êtes pauvre. Alford E. Lucock. Pour mes enfants, Nick, Noah, Noémie et Gustavo. Un enfant est la start-up suprême. J'en ai 4. Remerciements. Lorsque tu donnes des conseils, cherche à aider ton ami, pas à lui faire plaisir. Solon. Version 2.0. Tous mes remerciements aux lecteurs des ébauches. Ankit Agarwal, Bidji Ankeri, Christopher Batz, Marc Bavisotto, Stephen Brand, Dr Julie Connor, David Hayes, Gergelik Sapo, David Giacomini, Oscar Gloser, Alan Isfan, David F. Léopold, Eligio Merino, David Newberger, Greta Newborn, Mike Sachs, Derek Sivers, Dale Sizemore, Eleanor Starr, Steven Stralser, Leslie Tionko, Julius Vince et Maruf Yusupov. Ils m'ont suggéré des centaines de modifications, ce qui a rendu le livre plus intéressant et plus utile. Remerciements tout particuliers à ceux qui ont fait plus que le nécessaire. Raymond Camden, Mark Copperschmidt, Andy Dallen, Peg Fitzpatrick, Michael Hall, Chelsea Hunnersen, Mohanjit Jolie, Bill Juice, Doug Leon, Bill Reichert, Beryl Reid, Peter Rielan, Mike Scanlin, Jan Sobieski, Stacy Titt et Hung Tran. Ma reconnaissance à l'équipe de Portfolio, Rick Cott, Will Weiser, Adrian Zakheim et Diego Nunez. C'était merveilleux de travailler avec vous à nouveau. J'espère que je ne vous ai pas rendu fou. Et finalement, merci à vous, Sloan Hitman Harris. Je suis heureux que vous soyez à mes côtés. Préface à l'édition française. Il y a maintenant plus de 10 ans, Mike Moritz, un éminent capital risqueur, écrivait à propos de la première version de L'art de se lancer, parue en 2005. Pour réussir, un entrepreneur a besoin de 3 choses, un garage, une idée et ce livre. Il pourrait dire la même chose aujourd'hui de la version 2.0 de cet ouvrage. Le monde technologique a considérablement évolué depuis 10 ans. En 2004, Apple commençait le développement de l'iPhone. Andy Rubin, Rick Miner, Nick Sears et Chris White venaient de créer Android, racheté en 2005 par Google. Le standard Bluetooth n'était encore que du futur. 2004, c'est aussi l'année du lancement de Facebook, mais qui n'est alors utilisé que par des étudiants de Harvard. Autant de références qui ne pouvaient pas apparaître dans L'art de se lancer version 1.0, mais qui font aujourd'hui irréversiblement partie de notre paysage mental. Les recommandations de base de Guy Kawasaki sont les mêmes, parce que, quelle que soit l'époque, l'art d'être un entrepreneur, comme l'art de présenter son histoire, ont quelque chose de relativement intemporel. Mais le contexte importe, et les avancées technologiques rendent plus facile que jamais la décision de se lancer. Bootstrapper une start-up est plus facile de nos jours qu'à aucun autre moment de l'histoire, notamment en high-tech, en particulier grâce aux outils d'open source dont l'utilisation a explosé au cours des 10 dernières années, mais aussi aux services dans le cloud. Les Amazon Web Services n'ont été officiellement lancés qu'en 2006. Et puis, évidemment, les médias sociaux ont complètement bouleversé le marketing, l'art d'orchestrer la visibilité d'une société, de communiquer avec ses clients et ses partenaires,
voire celui d'interagir et de comprendre ses employés ou ses collègues. Comme le dit Guy, nous vivons dans un monde merveilleux. Les lecteurs de la première version de L'Art de se lancer retrouveront dans cette édition ce qu'ils ont aimé à l'époque et pourront mesurer si ou comment ils ont mis ces conseils en pratique. D'aucuns regretteront peut-être aussi de n'avoir pas suffisamment écouté ou compris la portée de certaines recommandations. Mais quand on est entrepreneur, l'appel de l'avenir est plus fort que le poids du passé. La version 2.0 de l'ouvrage sera de toute façon pour eux plus qu'un simple rafraîchissement. Sérieusement remanié, très étoffé, il s'enrichit aussi des recherches et enseignements de Guy Kawasaki, exprimés dans des ouvrages parus entre-temps, notamment L'Art de l'enchantement et très récemment L'Art des médias sociaux. La version 2.0, comme la version 1.0, s'adresse aux créateurs et créatrices d'entreprises en tout genre et ira certainement droit au cœur des fondateurs et employés d'entreprises innovantes. Selon Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie de Paris, en 2014, les start-up parisiennes ont, à elles seules, créé plus de 4000 emplois, levé 50 millions d'euros et généré 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. 1000 Startup, prévu pour 2016 et financé par Xavier Niel, pourrait être le plus grand incubateur du monde. Des startups se créent partout en France, pas seulement à Paris. Le guide des startups high-tech en France, d'Olivier Ezrati, donne une idée de l'étonnant foisonnement auquel on a assisté au cours des 10 dernières années et des ressources qui sont désormais accessibles. Il y a la France des moroses, et puis la France de ceux et celles, toujours plus nombreux, qui veulent changer le monde, et la France. Ce livre s'adresse évidemment à ceux-là, les optimistes. Beaucoup parlent l'anglais, mais il est souvent plus facile de penser et imaginer dans sa langue maternelle, même si le français de l'entrepreneur s'est sensiblement anglicisé. C'est avec grand plaisir que j'ai traduit ce livre pour vous. L'entrepreneuriat occupe la majeure partie de ma vie. J'ai attrapé le virus à un moment où il était assez singulier pour une femme de démarrer une société d'édition de logiciels, d'abord en France en 1984, puis dans la Silicon Valley en 1987 avec Guy Kawasaki. Comme le disait Eleanor Roosevelt avec autant d'éloquence que de simplicité, l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Marilène Delbourg-Delphis, Menlo Park, mai 2015. Écrivez sur ce que vous connaissez. Cela devrait vous laisser beaucoup de temps libre. Howard Nemroff. Un certain nombre de documents n'ont pu être retranscrits en audio. Retrouvez-les au fur et à mesure de votre écoute dans un PDF disponible dans votre bibliothèque pour votre plus grand confort. Avant-propos. Je n'ai jamais pensé à écrire pour ma réputation et pour la gloire. Ce que j'ai dans le cœur doit sortir. C'est pour cette raison que je compose. Ludwig van Beethoven. Si j'avais su ce que je sais maintenant. C'est ce que disent la plupart des entrepreneurs expérimentés à un moment ou un autre. Mon but est que, grâce à la lecture de ce livre, vous ne le disiez jamais plus. J'ai créé 3 sociétés, investi dans 10 entreprises, conseillé des organisations aussi importantes que Google, mais aussi des petites structures n'étant composées parfois que de 2 employés. J'ai travaillé à 2 reprises chez Apple et je suis l'évangéliste en chef d'une start-up qui s'appelle Canva. Des centaines d'entrepreneurs m'ont fait leur pitch au point de faire bourdonner mon oreille droite. J'en connais un rayon sur les start-up. Maintenant que mon savoir s'est enrichi, je fais ce que les geeks appellent un core dump, c'est-à-dire une sauvegarde de ce que j'ai en mémoire. En d'autres termes, vous allez profiter de mon expérience. Mon objectif est simple, je veux vous rendre l'entrepreneuriat plus facile. À ma mort, j'ai envie que les gens disent « Guy m'a donné les moyens de faire ce que je fais ». Je voudrais que des quantités de gens le disent, et c'est pourquoi ce livre s'adresse au plus grand nombre. Premièrement, les garçons et les filles dans des garages, des dortoirs et des bureaux préparant la prochaine grande tendance. Deuxièmement, les âmes courageuses, travaillant dans des sociétés établies et lançant de nouveaux produits sur le marché. Troisièmement, les entrepreneurs sociaux dans les organisations à but non lucratif qui rendent le monde meilleur. Des entreprises,
Des départements, des écoles, des églises superbes. De superbes organisations à but non lucratif. Des entrepreneurs superbes. Voilà le plan. Quelques détails avant de commencer. Mon intention de départ était de faire simplement une mise à jour du livre L'art de se lancer. Mais je n'en finissais pas d'ajouter, de modifier et de supprimer du texte, si bien qu'il ne s'agissait plus d'une révision dans le genre 1.1, mais d'une version 2.0 à part entière. Quand mon éditeur chez Penguin m'a demandé d'utiliser Word en mode correction pour se faciliter la relecture, j'ai rigolé. La version 2.0 est plus longue de 64% que la version 1.0. Pour faire court, et parce qu'il y a plus de similitudes entre les entrepreneurs qu'il n'y a de différence, j'utilise le terme « start-up » pour désigner n'importe quel type d'initiative, à but lucratif ou non lucratif, et le terme « produit » pour désigner tout nouveau produit, service ou idée. Vous pouvez appliquer les conseils de ce livre pour démarrer à peu près n'importe quoi. Donc ne faites pas de fixation sur des questions de sémantique. Toutes les recommandations ont leur exception, et je peux aussi avoir tort. L'apprentissage par l'anecdote a ses risques, mais attendre des preuves scientifiques est aussi risqué. Gardez en tête qu'en matière d'entrepreneuriat, peu de choses sont vraies ou fausses. Il y a simplement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je pars du principe que votre objectif est de changer le monde, non de l'étudier. Entreprendre, c'est faire, et non apprendre à faire. Si votre état d'esprit est « arrêtons de rigoler, avançons », vous êtes en train de lire le bon livre. Il n'y a plus qu'à démarrer. Guy Kawasaki, Silicon Valley, Californie. guykawasaki@gmail.com. La conception. Chapitre 1. L'art de se lancer. En science, la formule la plus excitante que l'on puisse entendre, celle qui annonce de nouvelles découvertes, n'est pas « Eureka !» j'ai trouvé, mais « c'est marrant !» Isaac Asimov. L'essentiel. Il est plus facile de bien faire les choses dès le départ que de commencer en se disant qu'on corrigera les problèmes. À ce stade, vous mettez en place l'ADN de votre start-up et ce code génétique sera permanent. En étant attentif à quelques points importants, vous pouvez construire les bonnes bases solides et vous libérer l'esprit pour vous concentrer sur les vrais défis. Ce chapitre explique comment lancer son entreprise. Répondez à des questions simples. Prétendre que des ambitions grandioses sont à l'origine des entreprises qui marchent relève du mythe. Cela impliquerait que les entrepreneurs doivent avoir au démarrage des objectifs mégalomaniaques pour réussir. Au contraire. Mon constat est que les grandes entreprises ont démarré en se posant des questions très simples, comme « Et alors ?» C'est la question que vous vous posez quand vous identifiez ou prédisez une tendance. Vous vous interrogez sur les conséquences. Le raisonnement est le suivant. Tout le monde aura un smartphone avec un appareil photo et un accès Internet. Et alors? Les gens pourront prendre des photos. Et alors? Nous devrions faire une app qui leur permette de télécharger leurs photos, évaluer les photos des autres et laisser des commentaires. Et voilà, c'est Instagram. N'est-ce pas intéressant? La curiosité intellectuelle ou une découverte accidentelle sous-tendent cette approche. Spencer Silver essayait de faire de la colle quand il a découvert une substance permettant une faible adhérence entre deux feuilles de papier. Cette bizarrerie a conduit aux notes adhésives post-it. Ray Kroc était un commercial en appareils électroménagers quand il a remarqué qu'un petit restaurant au milieu de nulle part avait commandé 8 mixeurs. Il s'y est rendu par curiosité et a été impressionné par son succès. Il a pitché l'idée à Dick et Mac McDonald. La suite, on la connaît. N'y a-t-il pas un meilleur moyen de faire? La frustration mène souvent à une idée. Ferdinand Porsche a dit un jour: j'ai commencé par regarder autour de moi et ne trouvant pas la voiture de mes rêves, j'ai décidé d'en construire une moi-même. Steve Wozniak a créé l'Apple One parce qu'il pensait qu'il existait un meilleur moyen d'accéder aux ordinateurs qu'en travaillant pour l'État, une université ou une grande entreprise. Larry Page et Sergey Brin
trouvait que mesurer les liens de renvoi était une meilleure méthode pour hiérarchiser les résultats de recherche, et c'est comme cela que Google est né. Pourquoi notre entreprise ne fait-elle pas cela? Dans ce cas, la frustration, celle qui naît de l'indifférence de votre employeur, est la force accélératrice. Vous connaissez les clients sur un marché donné et leurs besoins. Vous dites à vos supérieurs que l'entreprise devrait faire un produit parce que les clients en ont besoin, mais personne ne saisit la perche. Finalement, vous le faites vous-même. Pourquoi ne pas le faire, puisque c'est possible? Quand il s'agit de grandes innovations, les marchés sont rarement validés d'avance. Donc la question « Pourquoi donc ?», indique que vous êtes sur la bonne voie. Par exemple, dans les années 1970, l'idée d'un téléphone portable était incompréhensible pour la plupart des gens lorsque Motorola s'en est saisi. À l'époque, les téléphones étaient liés à des lieux, non à des gens. Mais Martin Cooper et les ingénieurs de Motorola ont fait ce pari, et la suite appartient à l'histoire. Ne laissez personne vous dire que la théorie « si nous le faisons, les gens suivront » ne marche pas. Où se trouve la faiblesse du leader du marché? 3 facteurs rendent un leader vulnérable sur le marché. Premièrement, quand le leader est attaché à une façon de faire du business. Par exemple, IBM distribuait ses ordinateurs par l'intermédiaire de revendeurs, ce qui a permis à Dell d'innover en faisant de la vente directe. Deuxièmement, quand les clients du leader sont mécontents. Par exemple, la nécessité de se rendre dans les boutiques Blockbuster pour louer des vidéos a ouvert la voie à Netflix. Troisièmement, quand le leader du marché se contente de traire sa vache à lait et cesse d'innover. C'est ce qui a rendu Microsoft Office vulnérable face à Google Docs. Comment pouvons-nous gagner un paquet d'argent ne figure pas dans les questions. Prenez-moi pour un idéaliste, mais à l'origine des entreprises formidables, il y a la volonté de répondre à des questions simples et non le désir de s'enrichir. Exercice. Complétez cette phrase. Si ma start-up n'existait pas, le monde s'en porterait moins bien parce que... Trouvez votre créneau. Une fois que vous avez la réponse à une question simple, l'étape suivante est de trouver un créneau viable sur le marché. Mark Coopersmith, co-auteur de The Other F-Word et membre de la Haas School of Business, aide les entrepreneurs à le déterminer par un diagramme de veine en prenant en compte 3 facteurs. L'expertise, c'est la somme de ce que vous et les fondateurs savez faire. Même si vous n'avez pas encore une équipe complète, il vous faut des connaissances de base et la capacité à créer quelque chose de manière à ce que votre start-up puisse bel et bien démarrer. L'opportunité, il y a 2 sortes d'opportunités, un marché existant et un marché potentiel. Les 2 sont bons, mais évaluez la réalité de la taille de ces marchés pour les années suivantes. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes volent les banques et non pas les friperies. Parfois, cependant, il n'y a pas de moyen de prouver qu'une opportunité existe et il faut juste y croire. La passion. Le sujet est délicat parce qu'il est difficile de dire si c'est la passion qui génère le succès ou l'inverse. Tout le monde suppose que c'est la première hypothèse qui est vraie, mais soyons honnêtes, il est facile d'être enthousiaste au démarrage d'un business, donc l'inverse pourrait être vrai aussi. Cela dit, le succès peut prendre du temps, donc il est préférable de ne pas détester ce que l'on fait. Ne croyez pas que ces 3 éléments soient indispensables ou même évidents dès le début. Si vous avez au moins 2 d'entre eux, vous pouvez souvent développer le 3e au prix d'un minimum d'effort. Retrouvez ce schéma dans le PDF disponible dans votre bibliothèque. Trouvez des âmes sœurs. La prochaine étape consiste à trouver des âmes sœurs avec qui partager l'aventure. Pensez à Bill Bond-Sackett dans le film La communauté de l'anneau. Les gens chérissent l'idée de l'inventeur unique. Thomas Edison, l'ampoule électrique, Steve Jobs, Macintosh, Henry Ford, Model T, Anita Roddick, The Body Shop, Richard Branson, Virgin Airlines. Ils ont tort. Les sociétés qui ont du succès ont souvent commencé et réussi grâce aux contributions d'au moins 2 âmes sœurs. Après coup, il se peut qu'on reconnaisse un fondateur comme étant l'innovateur, mais il faut une équipe pour faire marcher une nouvelle entreprise. Pour illustrer cette idée, Derek Sivers, le fondateur de CD Baby,
a présenté une vidéo lors de la conférence TED 2010. La vidéo commence avec une personne dansant seule dans un champ. Une seconde personne la rejoint, puis une troisième, et la foule transforme l'affaire en un festival de danse à grande échelle. Selon Sivers, le premier suiveur joue un rôle essentiel en apportant la crédibilité au leader. Les autres suiveurs imitent le premier suiveur et pas seulement le leader. Pour reprendre son expression, le premier suiveur est celui qui transforme un cinglé isolé en leader et dans une start-up, ce premier suiveur est habituellement un cofondateur. Il faut que les cofondateurs aient à la fois des points communs et des différences. Les principaux points communs sont les suivants. La vision. Même si le terme a été galvaudé, dans le cas d'Amser, cela veut dire que les fondateurs ont une intuition semblable sur l'évolution de la start-up et du marché. Si, par exemple, l'un des fondateurs pense que les ordinateurs vont rester l'outil de travail des grandes entreprises et que l'autre considère que l'avenir est aux petits ordinateurs personnels bon marché et faciles à utiliser, ça ne collera pas entre eux. La taille. Tout le monde ne souhaite pas forcément construire un empire. Tout le monde ne souhaite pas non plus se contenter d'une petite entreprise. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises attentes, il y a seulement des attentes qui sont en adéquation ou pas. Cela ne veut pas dire que les fondateurs doivent savoir ce qu'ils veulent dès le départ, mais il est préférable qu'ils soient au moins sur la même longueur d'onde. L'implication. Le niveau d'engagement des fondateurs doit être le même. Qu'est-ce qui importe le plus ? La start-up, la famille, un mode de vie équilibré? Il est difficile de faire fonctionner une start-up si les fondateurs ont des priorités différentes. Si l'un des fondateurs ne veut travailler que 2 ans et vendre rapidement l'entreprise, et que l'autre veut créer une société qui perdurera pendant des décennies, cela engendrera des problèmes. Dans l'idéal, les fondateurs se mettent d'accord pour s'engager au moins 10 ans. Les différences souhaitables incluent l'expertise. Il faut au moins une personne pour faire le produit, Steve Wozniak, et une autre pour le commercialiser, Steve Jobs. Une complémentarité entre les fondateurs est indispensable pour la construction d'une belle organisation. L'orientation. Certains aiment les détails, d'autres les ignorent et s'intéressent aux grandes questions. Une start-up a besoin de ces 2 types de profils pour réussir. La perspective. Plus il y a de perspectives, mieux c'est. Cela peut inclure celle des jeunes comme celle des vieux, des riches comme des pauvres, des hommes comme des femmes, des citadins comme des ruraux, des ingénieurs comme des commerciaux, des fanatiques de technologie comme des plus réticents, des musulmans comme des chrétiens, des hétéros comme des gays. Enfin, voici quelques conseils de sages pour les cofondateurs. Pas de précipitation. Il se peut que les cofondateurs travaillent ensemble pendant des décennies. Donc, sélectionnez-les comme on choisit un conjoint, à supposer que vous ne fassiez pas dans le divorce en série. Il vaut mieux avoir trop peu de fondateurs que d'en avoir trop. Rompre avec les fondateurs, c'est comme n'importe quelle rupture. Difficile à faire. Pas d'association pour augmenter les chances de financement. La raison pour laquelle on s'adjoint des fondateurs supplémentaires, et tout autre employé, mais surtout les fondateurs, est pour renforcer sa start-up et la rendre plus propice au succès. Demandez-vous, est-ce que j'embaucherais cette personne si nous n'avions pas besoin de financement? Si votre réponse est non, vous seriez fou de l'embaucher. Supposez que tout ira très bien, mais planifiez pour le pire. L'implosion d'une équipe de fondateurs est une chose qui arrive tout le temps. Votre start-up est peut-être l'exception, mais au cas où, faites en sorte que tout le monde, y compris vous-même, exerce ses options d'achat d'actions au fil du temps, ce qui évitera que des gens quittant la société avant 4 ans de présence ne possèdent une trop grosse partie du capital. Créer du sens. Vous avez la réponse à la question simple qui va changer le monde, vous avez votre créneau et vos âmes sœurs, et vous croyez en l'hypothèse que vous allez réussir. Maintenant, soumettez-vous à un test supplémentaire. Votre start-up crée-t-elle du sens? Le sens, ce n'est ni l'argent, ni le pouvoir, ni le prestige. Le sens,
ce n'est pas créer un bureau sympa avec de la nourriture gratuite et un ping-pong, c'est créer un monde meilleur. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre quand on est deux dans un garage en train d'élaborer un logiciel ou de fabriquer des gadgets à la main, mais il est également difficile de comprendre comment un gland se transforme en chaîne. Si dans vos rêves les plus fous, vous êtes incapable d'imaginer que votre start-up améliorera le monde, c'est peut-être que vous n'êtes pas en train de créer une entreprise qui fera basculer la planète. Pas de problème, il n'y a pas beaucoup de sociétés dans ce cas, et il y en a encore moins qui sont conçues pour le faire. Mais que diable! Je veux que vous rêviez en grand. Quand les groupes gigantesques d'aujourd'hui n'avaient qu'1 an, peu de gens prévoyaient leur succès et le sens qu'ils créeraient. Croyez-moi, si vous créez du sens, il est probable que vous produisiez aussi de l'argent. Créer un mantra. L'étape suivante est de créer un mantra en 3 ou 4 mots précisant ce que votre start-up cherche à faire. Appliqué à une start-up, la définition suivante du mot mantra convient parfaitement. Syllabe ou phrase sacrée dotée d'un pouvoir spirituel dans l'hindouisme et le bouddhisme. Voici quelques exemples, certains sont imaginés, illustrant le pouvoir d'un bon mantra pour communiquer la signification d'une entreprise. Athlète source d'inspiration, Nike. La plus joyeuse fête du monde, Disney. Récompenser les instants de tous les jours, Starbucks. Démocratiser le commerce, eBay. Le pouvoir aux artisans, Etsy. Ces exemples montrent les 3 caractéristiques les plus importantes d'un mantra. Un mantra doit être bref. Un mantra est court, joli et mémorisable. Le mantra le plus court du monde est le terme hindi Om. Les missions sont longues, insipides et faciles à oublier. Du PDG à la réceptionniste, tout le monde doit connaître le mantra. Comparez l'efficacité du mantra de Starbucks, récompenser les instants de tous les jours, avec l'énoncé de mission, établir Starbucks comme le fournisseur de choix du meilleur café dans le monde sans compromettre nos principes dans notre croissance. Pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Positif. Les mantras inspirent et expliquent comment votre start-up propose des choses qui vont améliorer le monde. Athlète source d'inspiration sonne bien mieux que vendre des quantités de chaussures fabriquées en Chine. Tournez vers l'extérieur. Les mantras expriment ce que vous faites pour les clients et la société. Ils ne sont ni égoïstes ni intéressés. Enrichissez-vous est l'antithèse d'un mantra. Les clients veulent que vous démocratisiez le commerce et se fichent de vous rendre riche, vous et vos actionnaires. Exercice. Écrivez votre mantra. Demandez-vous comment vous servez vos clients, quel sens crée votre start-up. Si quelqu'un demande à vos parents ou à votre réceptionniste ce que fait votre start-up, quelle sera leur réponse? Choisissez un business model. Il est probable que vous changerez de business model plusieurs fois. Donc vous n'avez pas à prendre la bonne décision dès le départ. Cela dit, il est important de commencer à en parler parce que cela met tout le monde d'accord sur le fait qu'il faut gagner de l'argent. Tous les employés doivent comprendre que soit une start-up produit de l'argent, soit elle meurt. Un bon business model vous oblige à répondre à 2 questions. Qui a votre argent dans ses poches? Qu'allez-vous faire pour le mettre dans votre poche? Ces questions manquent de subtilité, mais produire de l'argent n'est pas un processus subtil. Plus élégamment, la première question concerne l'identification de votre client et de son besoin, la seconde a trait au mécanisme commercial qui assure que vos revenus seront supérieurs à vos coûts. La meilleure liste de business models que j'ai trouvée est celle d'Adrian Slivotsky dans son livre The Art of Profitability. Voici mes points préférés. Solution individualisée. Cela suppose une véritable immersion dans les problèmes du client et que vous fassiez ce qu'il faut pour les résoudre. Au cours du temps, une start-up peut développer des relations profondes avec d'autres entités pour atteindre un montant significatif de vente. Mais l'obtention de tout nouveau client nécessite un combat à main nue. Adrian Slivotsky appelle cela la solution client.
Composants multiples. Selon Slivotsky, Coca-Cola incarne ce modèle. Coca-Cola vend par l'intermédiaire des supermarchés, des supérettes, des restaurants et des distributeurs automatiques. Le même produit est vendu dans des contextes différents et à des prix différents. Leader du marché. Apple incarne le modèle du leader du marché. Le leader crée les produits les plus sympathiques et les plus innovants. Quand une start-up atteint cette position, elle peut faire payer ses produits plus cher. Mais on en arrive là et on ne maintient cet avantage qu'au prix d'un travail acharné. Composants précieux. Intel et Dolby ne vendent pas directement aux consommateurs, mais leurs produits sont des composants précieux dans les appareils qu'ils utilisent. Intel fournit des puces à de nombreux fabricants de matériel, Dolby fournit les technologies de compression audio et de réduction de bruit à un bon nombre de constructeurs d'appareils audio et vidéo. Tableau de contrôle. Slivotsky utilise ce terme pour décrire un organisme comme De Beers qui contrôle l'approvisionnement en diamants. Ce business model présente plusieurs challenges. Parvenir à ce contrôle et convaincre les gens qu'il est souhaitable et ne contrevient pas aux lois antitrust. Imprimante tonnerre. Ce business model concerne les produits qu'il faut recharger. Qu'il s'agisse d'une imprimante HP, d'une cafetière Keurig ou d'une machine à soda SodaStream, une vente n'est pas un événement ponctuel, mais le point de départ d'un flux de revenus au cours du cycle de vie du produit. Ceci vaut aussi pour une start-up qui vend des logiciels et fait payer les mises à jour, le service et le support. Slivotsky appelle cela le modèle après-vente. Voici quelques business models supplémentaires très attractifs. Freemium. Ma fille a un jour acheté l'équivalent de 2000 $ de trésor pour un jeu iPhone, donc je sais que cela peut fonctionner. Ce modèle est associé à une offre gratuite jusqu'à un certain point. Si les clients veulent plus de fonctionnalités, une capacité supérieure ou veulent éliminer la publicité, ils doivent alors payer. Par exemple, Evernote permet aux gens de stocker gratuitement de l'information dans le cloud. Mais s'ils veulent plus d'espace de stockage et plus de fonctionnalités, le tarif est de 60 € par an. Nombre de vues. Ce business model suppose une plateforme qui permet de créer et partager du contenu attirant une audience. Le concept ici est que certaines marques souhaitent joindre cette même audience. Les sociétés peuvent donc vendre de la publicité et proposer des parrainages sur la plateforme. Facebook et le Huffington Post illustrent bien ce business model. Biens virtuels. Imaginez que vous vendez des codes numériques pour des articles qui ne coûtent presque rien en frais de production et d'inventaire. Des choses comme des fleurs virtuelles, des épées et des badges pour les membres d'une communauté. C'est le business des biens numériques. Ma fille a un jour acheté l'équivalent de 2000 $ de trésor pour un jeu iPhone, donc je sais que cela peut fonctionner. Artisan. Le fabricant de meubles Thomas Moser, le genre de start-up dont la priorité est la qualité et la finition haut de gamme, est un bon exemple. Il se peut que cette société ne devienne jamais très grande, mais elle est la meilleure dans son secteur, bien qu'une structure comme Etsy puisse réserver des surprises. Vous serez amené à affiner constamment votre business model. En fait, il serait inquiétant que vous ne le changiez pas et ou ne le révisiez pas de façon significative en cours de route. Voici quelques conseils supplémentaires. Ciblez une niche précise. Plus la description de votre client est précise, mieux c'est. Bien des entrepreneurs ont peur d'adopter un ciblage trop étroit et trop spécifique, considérant qu'il peut nuire à leur désir de dominer le monde. Pourtant, la plupart des sociétés qui ont réussi ont commencé par une ou deux cibles et se sont ensuite, souvent de façon inattendue, déployées sur d'autres marchés. Restez simple. Si vous ne pouvez pas décrire votre business model en 10 mots maximum, vous n'avez pas de business model. Évitez le jargon à la mode, stratégique, système critique, d'envergure internationale, synergie, pionnier, adaptable, classe professionnelle, etc. Le verbiage ne fait pas un business model. Pensez au business model d'eBay. Une redevance pour être référencé, plus une commission. Un point c'est tout. Copiez les autres.
Le commerce existe depuis toujours, ce qui fait que pratiquement tous les types possibles de business models ont déjà été inventés. Vous pouvez innover en technologie, en marketing et dans la distribution, mais essayer de créer un nouveau business model est un mauvais pari. Vous avez bien d'autres combats à mener. Essayez d'associer votre business model à un modèle qui marche déjà et que les gens comprennent. Prenez votre essor. Les business models qui consistent à créer un plus grand gâteau plutôt qu'à essayer de prendre une part du gâteau existant fonctionnent mieux pour les startups. La raison en est que les clients veulent des produits qui soient innovants et sympathiques, et qu'ils s'intéressent moins aux startups qui disent « nous aussi » et font la même chose en mieux. Exercice. Étape 1. Calculez les coûts mensuels de fonctionnement de votre société. Étape 2. Calculez votre marge brute sur les produits vendus. Étape 3. Divisez le résultat de l'étape 1 par celui de l'étape 2. Tisser un mat. Une des définitions de mat est feutre de fibre de verre coupé et aggloméré par un liant organique. Une des fonctions d'un mat, soulignée par The American Heritage Dictionary of the English Language, est de ne pas laisser les choses s'éparpiller. Éviter l'éparpillement est précisément ce à quoi vous devez veiller, parce que vous avez beaucoup de tâches à exécuter en même temps. Pour garder la maîtrise de la situation, vous devez tisser un mat pour milestone, jalon, assumption, hypothèse, test, test et tasks, tâches. Jalon. La nécessité de remplir un grand nombre d'objectifs est inévitable pour toute start-up. Mais certains objectifs l'emportent sur les autres parce que ce sont des jalons importants sur la route du succès. Voici les 5 jalons les plus importants. Un prototype opérationnel, un capital initial, une version testable sur le marché, un client qui paie, une trésorerie équilibrée. D'autres facteurs affectent la survie de votre société, mais aucun ne sont aussi importants que ces jalons. Leur timing décidera de tout le reste. Donc, consacrez-leur 80% de vos efforts. Hypothèse. Il s'agit de la liste des hypothèses majeures que vous pourriez émettre sur votre business. Taille du marché, marge brute, nombre d'appels par commercial, coût d'acquisition d'un client, taux de conversion des prospects en clients, longueur du cycle de vente, retour sur investissement pour le client, nombre d'appels au support technique par unité vendue, cycle de paiement des créances et des dettes. Il est important de discuter et documenter ces hypothèses tôt dans le développement de la société, car elles permettent d'évaluer la viabilité d'une start-up. Par exemple, si votre hypothèse sur la longueur du cycle de vente était de 4 semaines, et que dans les faits ce cycle est d'1 an, vous aurez des problèmes de trésorerie. Test. Vos hypothèses peuvent être solides, mais tout n'est que théorique jusqu'à ce que vous commenciez à les tester. Est-ce que le coût d'acquisition des clients rend les opérations rentables? Les gens utiliseront-ils votre produit? Avez-vous les moyens d'assurer le suivi de vos clients? Est-ce que le produit résiste à l'utilisation dans le monde réel? Tâches. Enfin, il y a des tâches nécessaires pour atteindre les jalons et tester les hypothèses. Les activités qui ne contribuent pas à l'un de ces 2 objectifs ne sont pas cruciales ni prioritaires. Les tâches essentielles incluent recruter des employés, trouver des vendeurs, mettre en place la comptabilité et la paie, remplir les documents juridiques. Le but de cette liste de tâches est de faire comprendre et apprécier la totalité de ce que votre start-up doit accomplir et d'éviter que des sujets importants ne passent à la trappe lors des débuts souvent euphoriques de la société. Une fois que vous avez les éléments de votre mat, les étapes suivantes consistent à les communiquer à toute la société, à les réviser, à en commencer l'exécution et à surveiller les résultats. Soyons clairs, ce mat n'est pas quelque chose que vous créez pour ne jamais plus vous y référer. C'est l'exemple même du document à mettre en œuvre et faire évoluer. Faites propre et simple.
Vous serez confronté à des centaines de décisions à prendre dans le processus de construction de votre start-up. Il est tentant de vouloir optimiser chacune d'elles, parfois en innovant. Cela dit, il est préférable de concentrer son énergie et son attention sur les enjeux liés aux jalons. Pour tout le reste, procédez au fil de l'eau. Collez-vous à votre mat en faisant propre et simple. Mon expérience et mon expertise portent sur les sociétés aux États-Unis, mais voici des pratiques généralement acceptées. Structure juridique. Chaque pays a ses entités juridiques, comme des sociétés anonymes, des sociétés de personnes, des sociétés à responsabilité limitée ou des coopératives. Choisissez un type de structure en fonction de 3 critères. Une structure familière à vos investisseurs, qui les met à l'aise. Vendable à d'autres sociétés ou que vous pouvez introduire en bourse. Et capable d'offrir des incitations financières aux employés. Aux États-Unis, si votre objectif est de créer le prochain Google, vous créez une société anonyme enregistrée dans l'État du Delaware. C'est une entité fiscale qui peut accepter des investissements extérieurs et émettre de multiples catégories d'actions. Ses propriétaires ne sont pas responsables personnellement pour les dettes et autres engagements et les pertes ne sont pas répercutées sur les propriétaires. Si votre objectif est de créer une petite entreprise qui ne cherchera pas de capital risque et que vous n'avez pas l'intention de l'introduire en bourse, envisagez une société à responsabilité limitée ou une entreprise en nom propre. Propriété intellectuelle. Une start-up doit avoir une stratégie de propriété intellectuelle sans équivoque ou avoir une licence d'exploitation également sans ambiguïté. Cela veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de poursuite judiciaire ni de risque de poursuite par d'anciens employés et que personne ne vous accusera d'empiéter sur ces brevets. De plus, cette propriété intellectuelle et les licences d'exploitation doivent appartenir à la start-up et non au fondateur. Ceci parce que vous ne voulez pas vous trouver dans la situation où un fondateur mécontent quitte la start-up en emportant la propriété intellectuelle, paralysant ainsi la start-up. Structure du capital. Il s'agit de la propriété de la start-up. Il y a 4 signaux d'alarme qui tous révèlent du Hall of Fame, si j'avais su ce que je sais maintenant. Un petit groupe de fondateurs possédant la majorité des actions de la start-up n'est pas désireux d'ouvrir le capital aux autres employés. Un petit groupe d'investisseurs ne veut pas de dilution du contrôle de la société. Des douzaines de petits investisseurs transforment la gestion des actionnaires en un fardeau et ralentissent la gestion de la société. Un prix excessif lors de levées de fonds antérieures rend la société peu attrayante pour de nouveaux investisseurs. Antécédents des employés. Les zones d'inquiétude concernent 2 dirigeants en couple ou qui ont des membres de leur famille dans la société, des amis non qualifiés à des positions de haut niveau, des employés de haut niveau condamnés pénalement. Des problèmes qui peuvent indiquer que la start-up n'est pas une méritocratie. Conformité réglementaire. Il s'agit des lois et réglementations régionales ou nationales, du non-paiement des impôts ou de la sollicitation d'investisseurs non qualifiés. Typiquement, ce genre de problème révèle une direction incompétente ou corrompue, ce qui est bien sûr inacceptable et empêchera toute évolution de la société. Certains experts ont écrit des livres entiers sur ces problèmes complexes, donc ne prenez pas de décision sur la base de cette brève évocation. Il y a des domaines où vous avez simplement besoin de savoir que vous êtes incompétent et pour lesquels vous trouverez un expert. Faites grincer des dents. Si vous n'êtes pas embarrassé par la première version de votre produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Reid Hoffman. Quand je relis mon premier livre, The Macintosh Way, ces lacunes me font grincer des dents. Quand vous repensez à la première version de votre produit, vous grincez aussi peut-être des dents. Cela arrive à tout le monde. La première version d'un produit a toujours des défauts, mais la manière dont il évolue est aussi importante que la manière dont il a commencé. Les start-up fortunées sont celles qui continuent à exister parce qu'elles sont parvenues à ajuster leurs produits et leur business model. Donc, soyez tolérants avec vous-même. Addenda. Mini-chapitre. Comment distinguer ceux qui sont bons
de ceux qui prétendent l'être. Il était une fois 2 docteurs en ingénierie qui n'avaient aucune idée de la manière de créer une société. Ils ne savaient qu'une chose, coder. Ils avaient tant besoin d'argent et d'encadrement que lorsqu'un professionnel expérimenté a manifesté de l'intérêt pour ce qu'il faisait et a levé de l'argent pour les aider, ils l'ont suivi comme des petits chiens, pour reprendre leur expression. Le problème est que ce professionnel ne connaissait pas grand-chose aux start-up technologiques et leur a fait faire beaucoup d'erreurs en matière juridique et financière. Ils se sont séparés, mais au terme d'une sérieuse dégradation de la situation et de coûts juridiques conséquents pour la correction de ces mauvaises décisions. Cette histoire n'est pas inhabituelle et se comprend. Les entrepreneurs qui créent leur première entreprise font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir un retour positif, une validation et des conseils. Ils sautent donc sur la première manifestation d'intérêt. Les besoins en matière d'encadrement par des conseillers, membres du conseil d'administration, sont très supérieurs aux ressources. Il se peut donc que vous preniez un risque quand vous choisissez des gens qui n'ont pas fait leurs preuves dans ces rôles. Bien sûr, si personne ne veut danser avec vous, il est tentant de danser avec la première personne qui vous le propose. Les gens qui ont lancé leur propre société ou ont travaillé dans une société avant son entrée en bourse peuvent probablement vous donner des conseils judicieux. Ceux qui n'ont pas lancé de société ou ont rejoint une société après son entrée en bourse, probablement moins. Nombreux sont les bons professionnels, expérimentés et brillants, venant de groupes qui ne comprennent pas les particularités des startups et du capital risque. Par exemple, croyez-vous qu'un vice-président principal de Microsoft venant de McKinsey connaisse grand-chose au lancement d'une start-up? Voici un test de QE, quotient entrepreneurial, qui vous permet de distinguer ceux qui sont bons de ceux qui prétendent l'être. Ces questions vous permettront d'identifier les bons conseillers, membres du conseil d'administration et investisseurs, si vous avez le luxe de choisir vos investisseurs. Question. Réponse attendue si votre but est de créer le prochain Google. Quelle structure juridique devrions-nous choisir? Société anonyme. Dans quel état devons-nous enregistrer la société? Dans le Delaware. Nos investisseurs sont-ils qualifiés? Oui, non est la réponse qui doit vous faire peur. Est-ce que 2 fondateurs doivent se partager le capital à part égale, 50-50? Non, vous devriez allouer 25% pour les futurs employés et 35% pour les 2 premiers tours d'investisseurs, ce qui laisse 40% à se partager pour les fondateurs. Faut-il vendre des actions ordinaires ou des actions privilégiées aux investisseurs? Privilégiées. Tous les employés, y compris les fondateurs, doivent-ils exercer leurs options d'achat sur une période donnée? Oui, tout le monde devrait être dans ce cas parce que vous n'avez pas envie qu'un fondateur parte avec un pourcentage conséquent des parts de la société après quelques mois. Devrions-nous payer les consultants en options d'achat d'actions? Non, les options d'achat d'actions sont réservées aux salariés avec une certaine ancienneté et ne conviennent pas pour des consultants travaillant durant une période limitée. Si vous ne pouvez pas vous offrir des consultants, faites le travail vous-même. Pouvons-nous obtenir un prêt bancaire pour lancer notre entreprise? Non, si vous êtes dans la technologie. Les sociétés technologiques ne peuvent pas offrir d'actifs liquides en garantie. Devrions-nous utiliser une banque d'investissement, un intermédiaire pour lever du capital d'amorçage? Non, les business angels et les capital risqueurs n'ont pas d'estime pour les entrepreneurs qui utilisent une banque d'investissement ou des intermédiaires. Quelles doivent être nos projections de revenus à 5 ans pour attirer des capital risqueurs? Aucun investisseur ne croira à vos chiffres de toute façon, mais ils doivent être aussi bons qu'une société comparable déjà cotée en bourse. De plus, vous ne voulez pas de l'argent d'investisseurs qui croient à vos chiffres parce que cela veut dire qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Quelle doit être la longueur de notre business plan? Vous ne devriez pas écrire un business plan, vous devriez avoir des clients. Avez-vous un bon consultant à nous recommander? Oui, mon expertise est limitée, mais laissez-moi établir une liste de possibilités. La réponse dont vous ne voulez pas est
Non, vous n'avez besoin de personne. Je sais tout ce que vous avez besoin de savoir. Avons-nous besoin d'un vrai PDG? Peut-être un jour, mais sans doute pas pour l'instant. Ce dont vous avez besoin pour le moment, c'est d'un beau produit. Avons-nous besoin d'un chasseur de tête pour recruter? Non, à ce stade, vous n'avez pas d'argent et vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser le peu que vous avez en honoraires de recrutement. Que devons-nous répondre aux investisseurs qui demandent quelle est l'évaluation de la société? Essayez de savoir ce que 2 ou 3 investisseurs estiment juste et essayez d'avoir plus de prise sur votre marché pour l'améliorer. Les mauvaises réponses: fixer un prix élevé et négocier à la baisse, fixer un prix bas et négocier à la hausse. Quels sont selon vous les KPI, Key Performance Indicators, pour notre business? Ils dépendent de votre secteur et de votre type de business. La réponse dont vous ne voulez pas: qu'est-ce qu'un KPI? Comment faire du buzz? Faites quelque chose de grand et utilisez les réseaux sociaux. Quel devrait être notre budget publicitaire? Aucun budget. Utilisez plutôt les réseaux sociaux. Une fois de plus, ces questions font sens pour les sociétés américaines qui ont l'ambition de devenir Google. Mais le même genre de questions vaut en d'autres circonstances. Fuyez donc quiconque souhaitant vous conseiller, mais ne sachant pas répondre à ces questions. FAQ. Je l'admets, j'ai peur. Je n'ai pas les moyens de laisser tomber mon job actuel. Est-ce le signe que je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir? Ne suis-je pas pourtant vraiment engagé? Vous devez avoir peur. Si vous n'avez pas peur, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal en vous. Vos craintes ne sont pas le signe que vous n'avez pas l'étoffe qu'il faut. Au début, tout entrepreneur a peur. C'est simplement que certaines personnes se dupent elles-mêmes et que d'autres non. Vous pouvez dissimuler ces craintes en vous jetant à corps perdu dans le travail et en progressant insensiblement chaque jour. Puis, vous vous réveillerez en découvrant que vous n'avez plus peur, ou plutôt que vous avez des craintes toutes différentes. Cela étant, ne dites jamais que vous avez peur aux autres employés. Ne tombez pas non plus dans l'excès inverse en faisant comme si vous n'aviez aucune inquiétude, parce qu'alors ils sauront que vous avez une peur bleue. Devrais-je partager mes idées personnelles avec quelqu'un d'autre que mon chien? Il n'y a qu'une chose qui soit pire qu'un entrepreneur paranoïaque. C'est un entrepreneur paranoïaque qui parle à son chien. Il y a plus à gagner qu'à perdre à discuter librement de son idée. Feedback, relations, portes ouvertes. Si le seul fait de parler de votre idée la rend difficile à protéger, cela veut dire qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Voir la section FAQ du chapitre 7 pour une analyse détaillée sur les clauses de confidentialité. À quel niveau d'avancement de mon projet dois-je commencer à parler aux gens de ce que je fais? Commencez immédiatement. Vous allez constamment tourner et retourner votre idée dans votre tête. Plus vous parlerez aux gens, plus vous enrichirez votre réflexion. Si votre idée géniale est, par exemple, de créer un nouveau système d'exploitation rapide, élégant et sans bug, mais que vous ne pouvez pas le réaliser, vous n'avez rien. C'est pourquoi vous avez besoin avant tout d'un cofondateur, et tant que vous n'avez convaincu personne, vous êtes un cinglé. Quand dois-je me préoccuper de ressembler à une vraie entreprise avec des cartes de visite, du papier en tête et un bureau? Ce ne sont pas les bonnes priorités. Ce dont vous avez à vous préoccuper, c'est de votre prototype opérationnel. Une vraie affaire est une affaire qui a quelque chose à vendre, non une société où les gens ont des cartes de visite et du papier en tête. Ai-je besoin d'un MBA pour créer une entreprise? Pas du tout, et je dis ça alors que j'en ai un. Il vous faut un MBA pour satisfaire les attentes d'un employeur. Dans le cas d'une start-up, vous êtes l'employeur. Il vaut mieux passer 2 ans dans les tranchées pour extraire le meilleur de soi que de maîtriser les ficelles de la gestion d'une société.